Amis de poste, amis de la bande dessinée bien faite, amis de l'investigation redoutable. Ce soir, on va plonger dans un truc hyper bien fait. La cellule, enquête sur les attentats du 13 novembre 2015. Kevin Jackson, lui, c'est un personnage trouble. Pas exactement d'où il vient celui-là, on va lui demander. Comment allez-vous, cher Kevin ? Ah, très bien, hein, ça va, j'ai hâte de répondre à vos questions. Bon, super. Et il y a votre camarade Nicolas Otero. Je vous entends très bien, David. Ah, c'est bien ça, c'est mansardé là aussi. Qu'est-ce que c'est que Ouais. ça ? C'est votre côté bureau des légendes un peu, c'est ça ? C'est quoi ? Kevin, je vais commencer par vous parce que vous faites partie d'un truc étrange qui s'appelle le CAT. Donc le CAT, le Centre d'analyse du terrorisme, donc qui est présidé par Jean-Charles Brizard. Tout est un peu dans l'intitulé, c'est un think tank. Voilà, c'est un centre privé, mais voilà, on essaye de couvrir le terrorisme, mais version djihadiste. On n'étudie pas le reste du spectre. Qu'est-ce qui vous a fait l'un et l'autre, vous dire je vais m'intéresser à ça et deuxièmement, on va faire une bande dessinée autour de ça ? Alors pour ma part, moi c'était le 11 septembre 2001 en fait que ça a commencé. À l'époque j'avais 12 ans, donc voilà, je m'intéressais pas à la politique. Voilà, donc, j'étais encore en cinquième, donc c'était un peu tôt pour ça, mais voilà, en fait cet événement m'a marqué, m'a interrogé. J'étais un peu fasciné par ces images, etc. Des avions dans les tours, et donc j'ai commencé un peu à gratter, à essayer de comprendre pourquoi des hommes pouvaient comme ça prendre la vie de milliers de personnes tout en mourant en même temps pendant leur acte. Ça, c'était quelque chose qui me paraissait très compliqué à comprendre et en fait ça m'a jamais lâché, quoi. Bah alors moi, vous l'avez dit, j'ai une production qui commence à être un petit peu importante puisque j'ai commencé, mon premier album est sorti en 2002. Il s'appelait America, c'était avec Roger Martin. Avec 3K. Avec 3K, voilà, qui parlait qui tournait autour du Ku Klux Klan. Moi, les sujets un petit peu contemporains, historiques, poil à gratter, ça a toujours été un petit peu mon attrait. Une BD, c'est très long à faire. On y reviendra après Oui, bien sûr. spécifiquement sur la cellule. Mais c'est un investissement personnel important. Donc, moi, j'ai besoin d'une part de m'amuser et de croire dans ce que je vais mettre en image. Donc, il faut que les sujets me parlent personnellement. Après, pour revenir plus spécifiquement sur le 13 novembre, moi, je m'intéresse à tout ce qui est Moyen-Orient et la complexité de tous ces rapports géopolitiques depuis un certain temps. J'avais eu l'occasion d'aller enseigner le dessin à Gaza et à Ramallah en 99 ou 2000, je crois. Ça avait été annulé puisqu'il y avait eu je sais plus si c'était la 3e ou 4e intifada qui avait recommencé à ce moment-là, donc tous les projets étaient tombés à l'eau. Mais en gros, c'est la complexité des situations là-bas m'intéresse beaucoup. Donc c'est vrai que quand le projet a été lancé, l'éditeur des arènes, Laurent Muller, m'a dit tiens, j'ai 2 gars là qui planchent sur un projet par rapport aux attentats du Bataclan, une reconstitution hyper précise et tout. J'ai pas hésité une seconde, quoi, parce que je me suis dit là, on est dans un morceau d'histoire contemporaine, ça correspond un peu à mes attentes, si ça peut me permettre de comprendre un petit peu mieux tout ça et voilà, et puis d'avancer et d'éclairer aussi peut-être le public justement avec le médium bande dessinée sur ce type de sujet, c'était un chouette défi. En 2 mots, c'est l'histoire de la traque pendant 1 an avant le 13 novembre 2015 des commandos des terrasses et du Bataclan. Et vous découpez ça en fait en 5 chapitres. Opération Verviers, le califat, l'infiltration, la terreur, la réplique. Alors le premier chapitre, donc c'est voilà, donc le projet Verviers, en fait, en référence à la cellule démantelée à Verviers, donc juste après les attentats de janvier 2015 à Paris, cellule de Verviers qui était pilotée par Abaoud. Déjà, en fait, c'est un peu la cellule souche, si vous voulez, du 13 novembre. Le deuxième chapitre, en fait, c'est une plongée au cœur de l'État islamique et de Raqqa, la ville de Raqqa, donc sous domination du groupe, et comment se passait cette ville-là sous l'État islamique en Syrie. Donc ensuite on suit le reste des opérationnels du 13 novembre à travers leur périple
de la Turquie, enfin de la Syrie, ensuite de la Turquie jusqu'en Belgique. Ça, je dois dire que les voyages, ça donne le tournis, parce que ça ne cesse de voyager dans tous les sens, en réalité. Oui. Et ensuite, donc c'est la planification en fait. Donc c'est un peu la vie de la cellule une fois au complet en Belgique, donc dans les différentes planques que leurs complices en Belgique, enfin déjà sur place. Ça, c'est le 3e chapitre, l'infiltration, c'est ça? Oui, voilà. Et ensuite, donc la réplique du coup en référence aux attentats du 22 mars 2016 en Belgique, l'aéroport de Zaventem et dans le métro, voilà, en Belgique. Voilà un peu l'architecture du. L'architecture. Nicolas, dessiner des paysages aussi différents les uns des autres, est-ce que ça fait partie de la gageure du dessinateur ou pas? Il y a 2 gageures pour un dessinateur de bande dessinée, c'est d'être lisible. C'est un peu facile de dire ça, d'être compréhensible. Donc là, en l'occurrence, avec la cellule, vu le nombre effectivement d'endroits, de personnages à traiter, c'était assez compliqué à gérer. Là-dessus, tour de force. C'est extrêmement lisible. C'est incroyable. C'est extrêmement lisible, extrêmement limpide. Comme je disais en préambule, quand on est dans une histoire hyper contemporaine, j'avais besoin, moi, de me raccrocher justement au travail qu'avaient effectué Soren et Kevin. Donc après, il y a eu pas mal d'allers-retours. Et puis en plus, le fait que l'enquête a évolué aussi pendant qu'on travaille sur cet album. C'est-à-dire, Kevin l'a évoqué, il y a eu entre-temps le procès du Thalys, par exemple, de Casani, si je ne me trompe pas de nom. Et donc, jusqu'au dernier moment, on a eu besoin d'échanger, de décaler des éléments, de retravailler le fond du bouquin. Donc, ça a été vraiment un travail d'équipe, on va dire, justement. Puisqu'eux avaient le savoir-faire et la matière pour l'enquête, et moi, j'avais le savoir-faire justement pour la mettre en image. Donc après, c'était une question de communication. Donc ça me fait très plaisir. Vous disiez que c'est lisible. Il y a un personnage dont vous avez parlé qui est évidemment central. C'est Aboud. Donc si je me gourre pas, c'est bien lui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et puis nous dire aussi quand même, parce que ça c'est important, tout ce qu'on lit là, on va dire c'est la vérité judiciaire, c'est la vérité des services. Vous vous êtes basé sur des centaines de milliers de PV, de pages, d'écoutes téléphoniques, etc. Donc ça c'est quand même extrêmement important de raconter quand même d'où vient votre matériel brut, on va dire. Le dossier judiciaire des attentats du 13 novembre nous a servi de matière principale, on va dire, mais on s'est également basé sur d'autres dossiers judiciaires, d'autres filières, etc. pour alimenter, pour documenter le récit. Des rapports de commissions d'enquête à la fois belges et puis françaises. Pour ce qui concerne Abaoud, en fait, c'est quelqu'un que le grand public a découvert avec la fameuse vidéo où en fait il se filme en train de tracter, il est au volant d'un pick-up, il est en train de tracter en fait des cadavres en série, tout sourire, en train de blaguer, etc. Début 2014, donc avant qu'on ne découvre qu'en fait ce Belge était aussi impliqué dans la planification de projets d'attentats terroristes en Europe également. Abaoud, c'est celui qui est je pense le meilleur exemple d'une partie de la technique que vous avez employée pour dessiner la cellule, donc la bande dessinée. C'est qu'en fait vous êtes basé sur des photographies. Pourquoi ce choix ? C'est quoi l'idée de cet effet de réel que vous avez recherché en fait ? Initialement, j'étais parti sur un traité un peu plus jeté, un peu plus vivant au pinceau, un traitement un peu plus classique. Et en fait, je suis tombé au moment où je me documentais sur les photos d'identité de tous les gars en fait. Que je voulais surtout pas que le lecteur fasse preuve de trop d'empathie vis-à-vis des personnages. Il fallait qu'on garde un côté clinique et froid comme peut l'être l'enquête, très 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 précise, très timée. Il y a certaines scènes qui se jouent quasiment à la minute. Donc mon choix technique s'est porté là-dessus, sur ce traitement photoréaliste, en tout cas des visages des membres de la cellule. Est-ce qu'il y a des personnages, des protagonistes plus difficiles à dessiner ? Je parle émotionnellement, je parle
humainement, parce que vous saviez éventuellement ce qu'ils avaient fait ou pas? J'ai passé 2 ans et demi sur ce bouquin, donc si je veux pas être meurtri psychologiquement, il faut forcément que je me détache un minimum de tout ça. C'est pas forcément qui ils étaient, ce qu'ils représentaient, puisque de toute façon c'est le sujet du bouquin, donc il faut s'y atteler de façon la plus honnête et factuelle possible. Moi, ce qui m'a un peu brassé, c'est tout l'accès à la doc que j'ai dû fouiller forcément, des vidéos de propagande, les vidéos d'égorgement, des trucs comme ça. J'ai vu 2-3 trucs qui étaient pas forcément très agréables. Donc, Mais je peux vous dire que quand on lit la BD, on passe par vos émotions. Je pense à ces 2-3 pages de propagande où on demande à certains du commando de Paris d'égorger des gens. Il n'y a pas de goutte de sang, me semble-t-il, mais on voit très très bien. Enfin, je veux dire, c'est insoutenable. Donc on comprend que vous êtes passé par là. Moi, depuis Tarantino, depuis Reservoir Dog, en fait, j'ai appris et j'ai compris que la violence était beaucoup plus efficace quand elle était suggérée que quand elle vous était exposée en pleine tronche. L'idée de ne pas perdre le lecteur ou la lectrice, est-ce que c'est ça qui explique, qui justifie le fait que le même visage revient souvent? Mais c'est exact. D'ailleurs, parfois, je me demande si c'est pas le même dessin en fait. Est-ce que c'est une façon de bien nous faire identifier des personnages, ou est-ce que c'est un côté un peu hypnotique, comme les chaînes d'infos qui rediffusent continuellement les mêmes images, les mêmes visages? Est-ce que dans les faits répétitifs, vous cherchiez un phénomène de cet ordre-là? Vous avez tout bien résumé, ouais. Ils ont commis des actes absolument barbares et monstrueux, et pourtant, ça aurait pu être des mecs très proches de nous, quoi, par rapport à notre environnement. Donc, je voulais vraiment qu'il y ait une distance qui se crée, voilà, et puis qu'on se perde pas en se disant, tiens, il a l'air sympa ici, il rigole avec son pote pendant qu'ils sont en train de se faire un FIFA ou je ne sais quoi. Le côté répétition a été utilisé sur d'autres scènes, par exemple quand les frangins Abdeslam et Mohamed Abrini sont interrogés au commissariat de Molenbeek. C'est ces pages-là, j'imagine. Ouais. Tout à fait. La case de sortie du commissariat est exactement la même, en fait, avec les 3 protagonistes, puisque les mecs sont passés entre les mains des flics, ils ont été interrogés de façon plus ou moins succincte et ils sont ressortis libres comme l'air, alors que, voilà. Beaucoup d'entre eux passent à travers les mailles du filet, de la police, sont en garde à vue, sont relâchés, sont contrôlés, sont relâchés, y compris, on le sait bien, l'un d'entre eux, après les attentats, et arrive à rejoindre Paris, enfin à rejoindre Bruxelles depuis Paris, etc. Comment vous expliquez ça? À la fois une sursurveillance dingue et un côté passoire. La Belgique, à l'époque, est débordée. Ils ont, par rapport à la population générale, ils ont un des plus gros contingents, à un moment, en 2014-2015, ils ont un des plus gros contingents en Europe, partis en Syrie, si vous voulez. Enfin, au même titre que la France. Hein. La Belgique n'était pas suffisamment dotée pour affronter le phénomène. Il ne faudrait pas non plus s'imaginer que les Belges ont tout raté, etc., et qui portent l'entière responsabilité de ces échecs. Chapitre 1, le projet Verviers, ça commence par un succès. Et succès renseignement belge et français. Le problème, c'est que des gens comme Abdeslam, comme les frères Abdeslam ou comme Abrini, si vous voulez, dans le spectre et dans la liste de tous les gens qui étaient potentiellement velléitaires, potentiellement revenants, potentiellement impliqués dans des projets d'attentats, c'était pas le haut de la liste, et des gens avec des profils similaires, on avait un paquet. Donc après, évidemment, là où le bas blesse, c'est où est-ce qu'on met la priorité, sur quel individu, etc. Et c'est là où, évidemment, la surveillance sur les Abdeslam, sur Mohamed Abrini ou sur les frères El Bakraoui n'était pas à la hauteur, en fait, de la dangerosité de leur profil. Mais le problème, c'est que à l'époque, les Belges, enfin des gens qui rentraient de Syrie, des gens en contact avec X ou Y, il y en avait un tas. Dans votre BD, on voit qu'il peut y avoir des moyens absolument dingues déployés, puisque dès qu'il y en a un qui se fait contrôler dans une frontière, quelques heures après, il y a la CIA qui est capable de dire, bah lui, attention, il a connu machin à tel endroit, etc. Donc on a quand même l'impression qu'il y a une connaissance, qu'il y a une surveillance massive. Et dans le même temps, ce qu'on voit dans votre enquête, c'est que pendant des mois et des mois,
Ça se faufile, quoi. Le problème, c'est qu'ils ont tellement de dossiers à traiter à l'époque et d'autres aussi beaucoup plus prioritaires, qui apparaissent en tout cas beaucoup plus prioritaires à l'époque. Donc du coup, ils les classent dans ce qu'ils appellent les dossiers rouges, c'est-à-dire des dossiers qu'il faudrait traiter, mais faute de moyens, on va les mettre un peu de côté en fait. Et c'est un peu le drame. Et leurs dossiers au départ sont traités et finissent parmi tous ces dossiers rouges en fait qui contiennent voilà des listes de suspects, des profils inquiétants, mais pas assez prioritaires si vous voulez pour qu'on mette réellement les moyens, parce que quelques écoutes téléphoniques, quelques surveillances, etc. Ça peut très vite ne rien donner en fait, et donc du coup on abandonne et on passe à une cible qu'on estime beaucoup plus dangereuse. Il y a un épisode où les Belges arrêtent du coup Brahim Abdeslam. Parmi ses effets personnels, il retrouve donc un téléphone portable. Il avait été mis de côté, égaré, et on l'a retrouvé un jour, des années plus tard, et c'est là où on découvre les messages entre Brahim Abdeslam et Abaoud. C'est un mélange de phénomènes de grande ampleur et aussi de défaillances criantes. Mésange Pictavienne vous pose la question, mais il y a aussi la non prise en compte de ce que disent les agents de renseignement arabophones, pour interrogation. Et ce qui m'amène à une autre question, c'est que la barrière de la langue, par exemple, n'apparaît jamais. Or, il y a régulièrement, et ça vous le montrez très très bien, des écoutes téléphoniques qui sont faites par les services français, belges, américains, etc. Pour le coup, enfin, il parlait en arabe, mais également en français. Donc, la barrière de la langue, ça peut ralentir un petit peu quand on est sur des écoutes, etc. Mais ensuite, il y a un travail de traduction qui est très rapidement fait, et donc du coup ça limite, si vous voulez, ce genre de défaillance, d'incompréhension, de quiproquo, quoi. L'officier de renseignement de la DGSI, ce Charles en tant que tel n'a jamais existé, il est un peu le réceptacle de tout un tas d'enquêteurs. J'imagine que c'est comme ça que vous l'avez pensé. C'est vrai que c'est le seul personnage de fiction de tout l'album. Comme Bilal Chatra était notre poisson pilote par rapport aux djihadistes et à la cellule, c'est vrai que Charles, finalement, c'est le pendant des services de renseignement qui incarne un petit peu tous ces gens qui se sont pris le truc en pleine tronche parce qu'ils avaient effectivement un wagon de retard ou deux, parce que humainement, je pense que ça doit pas être facile de bosser tous les jours sur des sujets comme ça et de se rendre compte que, un peu comme avec les braqueurs et la police, on va dire qu'ils ont toujours ce petit décalage qui fait qu'on arrive trop tard. C'était une façon de mettre un peu d'humanité et voilà, ça nous permettait de développer un autre aspect de cette histoire. Votre bonhomme là, le Charles, qui est assez peu ambigu, c'est-à-dire c'est le personnage du bien. Ses interrogatoires, on a l'impression que c'est un peu des interviews. C'est pas très musclé, quoi. Voilà, c'est comme ça que vous ressentez à travers les PV que vous avez pu lire, les centaines de PV. Moi, je me suis attaché plus à la représentation graphique du perso, donc. Comment il est Vous avez vu petit looping arrière, vite fait. Non, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il clope tout le temps, quoi. Donc. Il clope tout le temps, c'est vrai. Ouais, il y a même une case où on ne voit que sa clope, donc on sait que c'est lui. Ouais. Voilà. Ouais. Ça fait partie des petits codes dans la BD, justement. L'important pour nous, au-delà de la personnalité du personnage Charles, c'était vraiment de montrer côté renseignement, police, justice, parce que ça avait merdé, pour le dire très très trivialement, quoi. C'était pas tant de dépeindre les services de telle ou telle manière, c'était vraiment de suivre au fil du temps, pendant une année, l'état des informations qu'avaient tous ces services. On est dans un dîner qui est une scène très périlleuse et vous en sortez très bien. C'est un dîner, donc tiens, il est là, Charles, c'est là la case où il y a que sa clope. Il est avec un ami à lui qui est là, qui est psychanalyste. Et pourquoi je dis c'est périlleux? Parce qu'en fait, cette double page-là, me semble-t-il, vous essayez de synthétiser psychologiquement comment quelqu'un peut partir faire le djihad. Cette double page-là, par exemple, elle arrive comment? Alors cette scène, effectivement, donc qui sert en fait de prétexte pour donner des éléments d'analyse, de compréhension au lecteur sur le phénomène en général, et sortir un peu de la cellule du 13 novembre et dézoomer un peu.
ça a été pas mal de débats, d'allers-retours, d'échanges entre Soren et moi pour voilà essayer de poser quelque chose comme ça d'assez synthétique, mais avec suffisamment riche pour que voilà le lecteur ensuite ça peut l'interroger sur tel ou tel point, etc. Je vais juste prendre une petite phrase du psychanalyste qui explique l'islamisme. L'islamisme vient fixer un cadre autoritaire et rassurant dans un monde moderne où chaque individu doit s'inventer sans cesse dans l'exercice de sa liberté. Tout est écrit, ça supprime pas mal d'angoisse et ça procure le sentiment d'être hyper lucide, d'avoir réponse à tout, ça donne un sens aux injustices. Ce que vous appelez le bureau des attentats, j'imagine qu'il n'existe aucune photo, aucune vidéo de ce genre de réunion. Kevin m'avait fourni une ou deux photos de réunions similaires, on va dire, mais où c'était pas du tout les mêmes protagonistes. Donc c'était plus vraiment pour que moi je puisse visualiser à peu près le type d'ambiance, parce que c'est vrai que moi, en tant que dessinateur, il y a 2 ans, vous me disiez, tu vas être amené à dessiner le bureau des attentats de Daesh en Syrie. Alors, j'avais aucune idée. Est-ce que c'est un truc, parce qu'ils avaient quand même pas mal de pognon à l'époque, est-ce que c'était un truc très high-tech? Est-ce que c'est ambiance bédouin au milieu du désert? Je savais pas trop. Le dessin permet justement de représenter des choses où on n'a pas vraiment de source. C'est le grand plus. Le dessin, c'est un langage à part entière. Donc, ça permet de véhiculer autant des émotions, des faits, voilà, plein de choses, c'est assez complet. Kevin, vous pouvez expliquer à ceux qui nous regardent ce que c'est. Alors, c'est un nom particulier, c'est un nom quasiment de nom de service de COPEX, non OPEX, je sais plus comment ils appellent ça. La COPEX, donc c'est le nom donné par les renseignements français. D'accord. Okay. En fait, les djihadistes, eux, en fait, parlent de l'AMNIAT, les services de sécurité et de renseignement, puisque l'État islamique avait non seulement un comité finance, un comité religieux, des cours de justice, etc. Et ils avaient également ce qu'ils appelaient donc l'AMNIAT, donc c'est-à-dire des forces de sécurité, de renseignement, des gens passaient leur temps en fait à traquer les espions, les informateurs, les opposants, les dissidents en territoire contrôlé par l'État islamique. Donc ça, c'était la sécurité intérieure, on va dire. Et il y avait également un volet extérieur. Et donc c'est ce qu'on appelle, alors ça a été le bureau des attentats, c'est un terme médiatique en fait. L'État islamique n'a jamais utilisé ce terme-là en fait. L'AMNIAT, mais volet extérieur, c'était des gens comme Abaoud notamment, qui s'occupaient de planifier des attentats en dehors du territoire des territoires contrôlés par l'État islamique. Dans votre, comment vous dites, vous BD, vous dites comment entre vous dites BD? Ouais, la BD, ouais. C'est plus rapide. Dans votre BD, on suit tous ces personnages. Il y a quasiment pas de femmes. Ils jouent à la PlayStation. Il y en a même qui regardent Faites entrer l'accusé. Vous leur faites dire que grâce à ça, ils en savent beaucoup sur la police. Ce qui m'a fait rire. Au lendemain des attentats de Bruxelles, les enquêteurs retrouvent un ordinateur qui était passé entre les mains des différents membres de la cellule. C'est pour ça qu'on a réussi à en savoir un peu plus sur la planification des attentats. Et évidemment, on a retrouvé également tout l'historique des recherches internet qu'avaient fait les membres de la cellule, ce qu'ils regardaient comme vidéo, quand ils allaient sur YouTube, etc. Et on retrouve notamment des épisodes de Faites entrer l'accusé et plein de recherches en fait où on voyait qu'ils essayaient de comprendre et de connaître les techniques de police scientifique, etc. On voyait que ça les intéressait beaucoup, au-delà des lectures sur le djihad, etc. Est-ce que je me gourre? Où il y a une manie à mettre à la poubelle des choses avec tout dedans, enfin beaucoup de choses dedans, et 2, comment se fait-il que les services d'enseignement finalement retrouvent ça opportunément? En ce qui concerne l'ordinateur retrouvé après les attentats de Bruxelles, les membres de la cellule à Bruxelles ont agi en catastrophe. En fait, Abdeslam est arrêté, d'autres membres de la cellule ont été tués ou arrêtés, les photos des protagonistes qui n'étaient pas encore sortis sont sortis. Donc là, en gros, ils savent qu'ils sont tous connus et que voilà, les enquêteurs sont vraiment sur eux. Ils agissent dans la précipitation. Et donc, du coup, ils balancent ce PC donc le matin de leur départ pour l'aéroport. Cet ordinateur est retrouvé juste avant que les poubelles ne soient... C'est ça que je trouve étrange, si vous voulez. Mais en fait, même quand les enquêteurs retrouvent le PC,
ils n'ont pas tous les documents, etc. Il y a aussi également des testaments qui sont retrouvés, des membres de la cellule, etc. Tout ça, en fait, ça a été effacé. Et ce qu'ont retrouvé les enquêteurs n'est pas du tout la totalité des fichiers, malheureusement. Comment ça vous vient, l'idée de faire ces 4 pages sur les attentats? Parce qu'évidemment, on achète ce livre, La Cellule, on l'achète parce qu'on veut comprendre ça, comprendre ce qui va se passer là. Comment vous, dessinateur, vous en arrivez à ça, à une telle sobriété? Cette double page, elle est précédée d'autres pages. Bien, ça commence bien. Excusez-moi. Oui, et puis il y en a d'autres après, c'est bien ça, et tout ça constitue un livre. Arrêtez, j'essaie de... Non, mais je vous donne du mou pour pouvoir réfléchir. Non, pour moi, c'était un élément clé, justement, parce que j'ai fait le choix en termes de mise en scène d'un glissement progressif vers le noir et vers de plus en plus de sobriété. Les dessins s'effacent vis-à-vis d'une espèce de voix off. Là, effectivement, on sait qu'à telle heure, les gars sont partis de tel endroit, enfin voilà. Donc, on retombe sur un truc purement journalistique. L'innommable va finir par s'effacer doucement. Pour moi, là, l'élément qui est important dans la double page que vous montrez, c'est le téléphone qui est en bas. Voilà, qui est en bas, qui a aussi et apparemment été retrouvé dans une poubelle devant le Bataclan. Et sur ce portable, il y a donc ce fameux message qui tient en 2 lignes où c'est écrit on est parti, on commence. Je pense que c'était le moment hyper important pour qu'il y ait une rupture narrative et graphique. On traite pas les attentats du 13 novembre, on traite l'année d'avant et ce qui s'est passé après, en fait. On glisse doucement vers une sobriété qui est de plus en plus noire. Le dessin s'habille de plus en plus de noir. Il y en a déjà pas mal dans l'album, mais c'était vraiment ce glissement que l'élément central qui, moi, me paraissait important. C'était ce petit message laconique où les mecs vont aller massacrer 90 personnes dans le Bataclan et ils envoient un petit texto. Bon, ça y est, les gars, on y va, quoi. À la con, ouais, vraiment. Hyper anodin et d'une violence terrible. Ça, pour moi, c'est la force de la BD, c'est-à-dire, c'est une case et c'est absolument incroyable. Levallois-Perret, la commune de la DCRI, DGSI, anciennement DCRI. Et Levallois-Perret, c'est donc la commune où il y a le service de renseignement. Et j'apprends par une case, en fait, c'est jumelé avec Molenbeek. Et alors, pour tout vous dire, je suis allé vérifier cet après-midi sur Wikipédia. Je me suis dit, non, mais là, ils se foutent de... Bon, en fait, non. Kevin, qu'est-ce que ça veut dire que Molenbeek est jumelé avec Levallois-Perret? Molenbeek, il faut rappeler ce que c'est. C'est un quartier de Bruxelles. C'est de là d'où sont originaires donc notamment les frères Abdeslam, Mohamed Abrini et d'autres protagonistes de la cellule. Et en fait, voilà, c'est une commune qui, par rapport à sa taille et sa population, a beaucoup fait parler d'elle, puisque voilà, on retrouve des noms connus du djihadisme franco-belge. Et puis c'est vrai que pas mal de gens sont partis de cette commune pour aller rejoindre la Syrie. Céline nous dit dans le Discord le traitement de la couleur et du noir profond reflète la gravité et permet une mise à distance de l'horreur. Là, on voit par exemple qu'il y a un petit élément rouge. Il n'y en a pas tant que ça dans le bouquin. Le bouquin est plutôt sombre, noir et blanc, bleu. Le choix de la couleur, ça se discute comment? La coloriste est mon épouse, donc on pouvait communiquer de façon assez pratique et facile. Elle est coloriste de bande dessinée, donc on travaille ensemble depuis quelques années déjà. Bon, elle travaille avec d'autres, mais je suis un mec ouvert. Mais ouais, le choix de la couleur, en fait, il y a eu une première piste qui avait été déjà pas mal avancée. On avait dans l'idée, enfin moi j'avais dans l'idée de codifier un peu les lieux aussi pour faciliter le repérage du lecteur, un peu comme sur le choix des visages, des choses comme ça. Et finalement, en cours d'album, en rediscutant avec, en particulier avec Soren, lui, il voyait un truc beaucoup plus éthéré en fait. Et c'est vrai que le graphisme comporte pas mal de noir. Et donc, c'est toujours très compliqué de mettre de la couleur quand il y a autant de noir et de blanc, puisque le blanc représente la lumière pure et le noir l'ombre pure. Donc, qu'est-ce qu'on met entre les deux, justement, pour que ce soit efficace et tout. Donc, on a fait ce choix de gamme beaucoup plus réduite, tout en gardant cette codification dont je vous parlais. La simplicité est souvent très compliquée à faire, justement. Bien sûr. Après, on a gardé aussi... pour rejoindre l'identification des membres de la cellule. Par exemple, Brahim Abdeslam a toujours son bonnet, Abaoud, lui, a toujours une touche de rouge par rapport... Enfin, voilà, on a essayé de garder aussi des petites taches colorées qui impactent sur chaque planche en fonction de quand les protagonistes sont là. Donc, voilà. Je trouve, à un moment donné, dans la BD, j'ai pas la page là, malheureusement, celle-ci, j'ai pas noté, une certaine mansuétude de votre part,
concernant le raid. Je pense là à l'assaut de Saint-Denis, donc après, 2-3 jours après. Alors ça, par contre, c'est très très bien expliqué comment ils sont cachés dans un buisson, ils sont lâchés par, enfin quelqu'un les dénonce, etc. Voilà. Et puis ensuite, il y a l'assaut de cet immeuble à Saint-Denis, rue des Corbillon, je crois. Bon, il y a 1500 cartouches qui sont utilisées. Vous posez pas de questions. On sait que dans quelques temps, il y aura un procès, je crois en début 2022, où on s'attend à ce que le RAID s'explique un petit peu sur ces méthodes qui, a priori, étaient absolument pas les bonnes. Est-ce que je me gourre, Kevin, si je vous parle là, il y a un peu de complaisance ou un peu de mansuétude vis-à-vis des services et vis-à-vis des tireurs d'élite, de la police d'élite, puisque le RAID en fait partie. Le côté raid, action, etc., ça ne dit pas grand-chose, si vous voulez, de l'état de l'enquête ou des projets, de l'idéologie, des objectifs de l'État islamique. Donc, ce qui était pour nous l'objet principal et montrer ce que savaient les enquêteurs et ce qu'ils ont raté, etc. Après, sur le raid en lui-même, passer, je sais pas, genre peut-être double page supplémentaire sur l'assaut du raid n'aurait pas dit grand-chose finalement de notre objet principal à nous. C'est pas du tout Non, mais attendez, de la mansuétude, etc. Non, mais c'est comment dire. Non, mais parce que je me dis que cet assaut qui est absolument démesuré, d'un point de vue romanesque, aurait pu, la démesure aurait pu, faire quelque chose dans le récit, mais au-delà de ça, puisque au fond, c'est vrai que vous vous attachez peu à ça, vous restez dans les faits. Cette démesure, de mon point de vue, c'est aussi un moment où on se dit tout est possible vu ce qui s'est passé. Or, l'état de droit, c'est pas ça, quoi. Voilà. Mais là, peut-être que c'est pas votre préoccupation au moment où vous écrivez le bouquin, et peut-être aussi c'est parce que il y a Monsieur Fauvergue dans les parages autour et que moi, la loi sécurité globale, Fauvergue, le RAID, tout ça, c'est vrai que j'ai ça dans ma tête, quoi. Voilà. On sait ce qu'il en est, on sait que il y a eu 1500 cartouches de tirées. Au final, ce qui a tué les terroristes, c'était la ceinture d'explosifs déclenchée par le complice d'Abaoud qui se trouvait dans l'appartement, et que pas une balle ne les avait atteints. Étant donné que ça a été très bien documenté et que pour nous, ça servait pas vraiment notre propos, enfin, ça sortait un tout petit peu du cadre. C'est vrai que oui, on n'en a pas fait plus, mais en tout cas, je note la remarque. Vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas spécialement de scène d'action dans ce bouquin, donc pourquoi à ce moment-là représenter un truc grandiloquent, tout ça pour évoquer qu'il y a eu effectivement tant de cartouches, que ça durait tant de temps, que les mecs n'avaient finalement qu'un flingue. On pensait qu'ils étaient plus outillés que ça. Voilà, c'était donner trop d'importance à la fin de ce personnage. Dans la BD, il est évidemment question, on l'a dit, des voyages incessants entre les pays. Il est donc question de Schengen. L'analyse à nouveau de Céline qui était dans le Discord, elle dit que le livre, votre livre, donc La Cellule, permet de préciser que ce n'est ni de fermer les frontières qui est une solution, ni les attentats qui sont le symptôme d'un quelconque laxisme dans les services de sécurité, mais plutôt qu'ils sont la conséquence d'un manque de moyens, de services publics, et d'un manque de coordination entre les pays européens, c'est-à-dire qu'il y a besoin de, ouvrez les guillemets, commun pour l'intérêt général. Donc c'est une vision très humaniste, me semble-t-il, qu'elle fait de votre ouvrage. Est-ce que c'est ce que vous avez envie de dire ? C'est pas faux, et je trouve son analyse assez pertinente. Il faut pas oublier non plus que c'est aussi, et les terroristes là, actuellement au procès l'ont confirmé, c'est aussi l'attitude des puissances occidentales à intervenir de façon pas forcément justifiée ou proportionnée, qui peut aussi engendrer ce type de débordement derrière. Donc c'est vrai que c'est pas une question de migrants, de frontières, de choses comme ça. C'est une problématique qui est vraiment globale, je dirais. Parce qu'il faut pas oublier que c'est parce que aussi ils sont allés taper en Syrie un peu n'importe comment
Je veux dire, regardez comme nous, on a été marqués aussi par le fait de voir des victimes comme ça sur notre propre sol. Est-ce qu'on se met parfois à la place de familles syriennes qui se sont fait bombarder jusqu'à plus soif parce qu'on visait soit Bachar, soit les forces rebelles, soit il fallait taper des Kurdes, ou enfin, j'en sais rien, c'est suffisamment complexe pour. Donc, toute cette haine n'engendre que de la haine, hein, c'est du poncif, mais ouais, la vision humaniste, elle me va bien, ouais. Autant que faire se peut. C'est vrai que voilà, l'espace Schengen a constitué une faille structurelle, en tout cas tel qu'il était géré pendant la crise migratoire de l'été 2015. Et l'État islamique en a pleinement profité. C'est le casse-tête de l'État islamique. C'est comment réussir à faire passer des gens qui sont fichés, qui sont connus, qui sont recherchés. Comment réussir à faire passer des mecs aussi connus du territoire syrien jusqu'à leur pays cible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils utilisent des gens avec des papiers clean, avec des profils un peu moins repérés ou repérables. Quelqu'un comme Sid Ahmed Glam, donc l'auteur de l'attentat raté de Vite Juif, par exemple, faisait des voyages très très court. Un autre opérationnel de l'État islamique, Reda Ham, qui est envoyé par Abaoud, qui lui demande en Syrie s'il était prêt à tirer dans la foule pendant un concert de rock, donc qui a annoncé en fait l'attentat du Bataclan. Lui n'a même pas passé une semaine, si vous voulez, en Syrie. Tous les vétérans de la Syrie ont pu bénéficier, exploiter la crise migratoire pendant l'été 2015 pour justement s'infiltrer. Et c'est vrai que le voyage, en fait, ces voyages-là sont tellement périlleux, tellement semés d'embûches, longs, etc. C'est quelque chose, c'est un processus très laborieux qu'on imaginait mal, en fait, même s'il y avait, encore une fois, quelques indices avant, mais bon, toujours facile de refaire l'histoire après, mais c'était très difficilement imaginable de penser que l'État islamique allait envoyer autant d'opérationnels, traverser autant de frontières. À un moment donné, j'étais un peu gêné par le fait qu'on revenait régulièrement dans la bande dessinée sur cette question de frontières, et à un moment donné, de passage de frontières. Et après, je me suis dit, mais après tout, c'est peut-être aussi extrêmement central pour ces gens-là, évidemment pour les services de renseignement, et peut-être que même ça, vous avez écrémé, et qu'en réalité, dans les PV que vous avez lus, dans les filatures que vous avez pu découvrir, dans les écoutes, bon, peut-être qu'il n'est question que de ça, j'en sais rien. Mais moi, j'aimerais savoir, parce que, vous voyez, en tant que lecteur, c'est oppressant. Voilà, il y a un truc, les frontières. Vous voyez bien où ça nous amène. Bien sûr que oui, parce qu'on sait très bien que c'est ensuite récupéré par l'extrême droite en disant, vous voyez bien que c'est la preuve que faut pas avoir peur de la réalité. Je veux dire, on peut très bien traiter le sujet de manière dépassionnée, documentée, sans forcément que ça implique que il faut fermer toutes les frontières, etc. Non, c'est juste là ce qu'on montre en fait surtout, c'est comment l'État islamique a exploité cette crise migratoire, cette misère humaine pour parvenir à ses fins. Et c'est pour ça que Abaoud finalement arrive à bon port. C'est malheureusement en exploitant cette crise-là, mais ça veut absolument pas dire que du coup les réfugiés syriens n'auraient pas n'auraient pas le droit de venir en Europe. C'est deux choses pour moi. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que en 2021, on est toujours sur une tradition que moi j'aime beaucoup, je vous influence, du 19e siècle, c'est-à-dire que pour rendre graphique un procès, à part certains procès exceptionnels qui sont filmés, je pense que celui-là l'est, mais archivé pendant 50 ans, c'est encore le dessin de presse. Ah, ça, c'est un truc, moi, qui, professionnellement, m'aurait vachement branché d'être dessinateur de procès sur un événement comme ça. C'est une autre façon de faire, c'est du croquis, c'est très jeté, et puis on assiste vraiment au débat, c'est des choses auxquelles je pense le commun des mortels n'a pas forcément accès facilement. Ça aurait été quant à la tradition dessinée, justement, je pense que ça c'est autre chose qu'un témoignage filmé, ça permet de mettre un peu de distance, il y a l'interprétation du regard de celui qui dessine, les choix qu'il va faire de représenter telle ou telle chose ou telle autre, ça amène déjà un regard extérieur par rapport aux faits. Allez, je vous libère. Merci beaucoup à tous les deux, vraiment. Merci encore à vous. Et puis, avec plaisir, et puis à bientôt. On se retrouvera. Ça marche. Je vous le promets. Merci on se beaucoup. retrouvera.
Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée, bonne soirée.